Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Zenicast, le podcast made by Zenica. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je pense vous avez tous entendu parler, c'est l'IA. Mais on va se concentrer sur les intérêts de l'usage de l'IA pour créer des applications. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir plusieurs personnes avec moi. Je vais commencer par Tug. Salut Tug. Salut, je suis Tug Duhalgrad, je suis Solution Engineer chez GitHub depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, je suis dans le bureau de Zenica à Nantes et je suis nantais. Merci Tug, j'ai l'honneur d'accueillir Clément. Oui, bonjour à tous. Donc, Clément, consultant au full stack JS, ici à l'agence de Nantes. Et je suis aussi lead du groupe de travail sur les IA génératives au sein de Zenica. Hello Clément. Nous avons aussi Vincent. Salut Vincent. Salut à tous, moi c'est Vincent Jobard, je suis coach Agile DevOps, en ce moment en mission chez Orange, où j'anime un groupe de travail autour de l'IA générative. Ok, top. Et Nerina, salut Nerina. Salut tout le monde, moi je m'appelle Nerina, je suis développeur front-end principalement, et j'utilise beaucoup d'IA en fait, au quotidien pour m'aider à travailler ou sur d'autres sujets en général. Eh ben, merci à tous d'être venus. Du coup, on va parler d'IA. Donc, est-ce que déjà, vous, l'IA, vous l'utilisez au quotidien, Tug? Alors moi, oui, je l'utilise au quotidien depuis septembre 2021, en fait, avec l'arrivée de GitHub Copilot. Sachant que moi, c'est vraiment utilisé dans l'éditeur. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé, sans vraiment se poser la question est-ce que c'est de l'IA ou pas. J'avais un outil à disposition. Alors depuis, on est tous montés en compétences plus ou moins sur ce que ça veut dire, comment implémenter des choses. Mais là, j'étais vraiment consommateur d'un service. Ok, top. Vincent, toi, l'IA, tu l'utilises aussi au quotidien? Je peux plus m'en passer d'ailleurs. Moi, j'ai commencé du coup à l'utiliser pour la génération d'images. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi me servir pour la création d'ateliers, pour toute mon activité de Scrum Master et de coach agile. Et aujourd'hui, c'est pour tout n'importe quoi. J'ai mon petit raccourci de ChatGPT et je l'utilise à fond. Ok, intéressant. Nirina, côté dev front, à mon avis, ça doit aussi l'utiliser, non? Oui, moi j'ai un abonnement GitHub Copilot d'ailleurs. Je m'en suis pas mal servi quand j'ai des questions un peu complexes. Dernièrement, je m'en sers un petit peu moins, j'avoue. Peut-être on peut revenir dessus. Et en parallèle, en ce moment, je suis en train de recréer avec Oliama.js mon propre client chatbot. Ok, cool. Et toi, Clément? Moi, effectivement, j'utilise l'IA générative, donc des LLM, depuis la sortie de ChatGPT. Je les ai tous faits, moi, les GitHub Copilot, les Amazon Q, les Continue en local avec Olama. Donc oui, aujourd'hui, c'est des choses dont je ne pourrais pas me passer en tant que dev aujourd'hui. Surtout qu'on est dans un monde où on veut tout de suite, et donc lire la doc, c'est assez relou. Donc moi, dès que j'ai une question, que je veux aller droit au but, c'est tout de suite soit du ChatGPT, soit du Copilot, soit même du Code Mistral en local, ce genre de choses. Ouais. Effectivement, ça nous aide pas mal à répondre à nos questions. Et justement, je sais que dans certaines entreprises, ils ont mis des outils pour aider les devs qui pluguent en fait tout leur Confluence. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses pratiques. Pour avoir utilisé, c'est quand même assez sympa. Et pour des projets clients, est-ce que l'un de vous a mis en place ou a utilisé de l'IA chez des clients pour développer des applications? Oui, de mon côté, ouais. Alors, je vais pas pouvoir citer le client parce que je suis sous NDA, mais on a mis en place effectivement un chatbot avec du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, avec mon super accent anglais, qui permet de centraliser la connaissance technique du client. Et donc, tous les développeurs chez mon client ont accès à cette base de connaissances via un chatbot custom.
Ok, alors là, du coup, tu as mis un petit mot RAG. Est-ce qu'on peut faire une petite définition, vulgarisation rapide de RAG versus LLM peut-être? Je sais pas si quelqu'un veut s'y coller. Oui, alors la différence entre un LLM et le RAG, c'est que le LLM, il est entraîné sur un dataset qui est fixe, c'est-à-dire qu'une fois que l'entraînement est terminé, sa connaissance est fixe à une date donnée. Alors que le RAG, on va aller chercher dans une base de connaissances qui, elle, est vivante et qu'on va pouvoir interroger de façon presque classique, comme une base de données MySQL ou NoSQL. Alors qu'un LLM, une fois qu'il est entraîné, sa base de connaissances est figée. Voilà. Ok. Pour mettre un peu de contexte. Donc on a parlé tout à l'heure de clients. Tu interviens dans des entreprises pour GitHub Copilot. Est-ce que toi, du coup, tu sens que les entreprises se jettent dessus? Se jeter dessus, c'est le bon terme. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, on va dire en décembre et janvier 2023, tout le monde s'est intéressé à l'IA. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les entreprises dans toutes les industries. Et ce qui s'est passé, c'est que comme GitHub Copilot existait, il était déjà prêt, donc des POC ont déjà commencé des évaluations. Donc on va dire que en France, toutes les industries ont touché à Copilot, sauf le service public. C'est très dur de rentrer dans le service public avec du SaaS. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils devraient quand même le faire, mais bon, peu importe. Et après, selon la maturité des entreprises, ça a démarré plus tôt ou moins tôt, et d'autres ont simplement le POC dure très 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 longtemps, et d'autres où ils sont passés à l'échelle. Alors je vais prendre des clients publics parce que la référence existe, mais par exemple, il y a Mercedes en Allemagne où eux ont fait tout un déploiement, une évaluation, et ça fait partie de leurs outils de dev. Donc c'est vraiment partout. C'est pas utilisé de la même façon partout. Là, moi, je vais parler vraiment côté copilote, puisqu'en fait, j'ai pas d'expérience, contrairement à vous, où les gens implémentent une solution. Ce qu'on a, c'est on a des questions sur est-ce que j'utilise la solution de Google, la solution d'AWS, la solution de GitHub. Et là, ce cas-là, c'est mon travail d'avant-vente. En fait, on met en compétition contre un produit qui rend, on va dire, le même service. Et là, c'est au client de choisir et à nous de faire un bon boulot. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que ça arrive partout. Juste avant qu'on enregistre ce podcast, que je discutais avec un éditeur de logiciels français qui développe avec Copilot. Alors eux, ça fait partie de la boîte à outils. Et l'autre, j'étais avec un constructeur automobile français qui est en train de le déployer à l'échelle. Alors bien sûr, c'est pas dans tous les produits. C'est-à-dire que quand on va faire de l'embarqué ultra sécurisé et très complexe, peut-être que GitHub Copilot n'est pas la bonne solution, donc vous n'est pas autorisé parce que c'est un SaaS. Ouais, c'est vrai que moi j'en entends parler aussi au quotidien de clients qui essayent de s'y mettre, mais qui du coup hésitent pour différentes raisons. Ça là-dessus, je pense qu'on peut en débattre pendant un bon moment aussi. Est-ce que du coup, si on revient à l'usage au quotidien, Nirina, toi, tu l'utilises dans un contexte perso ou professionnel chez ton client? C'est un peu dans les deux. En fait, c'était plus dans mon contexte perso, c'était parce que je lançais des nouveaux projets, je découvrais des choses et je connaissais pas trop, par exemple, l'utilisation de stack Technique.js un peu avancé. Et chez le client, c'est plus un peu, ça s'est activé un peu par hasard, vu que j'ai le même compte sur VS Code. Et bah, du coup, j'en ai parlé et ils ont dit, bah, ça ne devrait pas poser de problème. Et j'ai commencé à m'en servir chez le client, mais avec ma licence perso. Ok. C'est un usage autorisé, mais pas mutualisé à tout le monde. Et du coup, donc, vous l'utilisez dans quel contexte? Parce que là, on parle d'usage de l'IA au quotidien pour des applications. Donc là, Nirina, tu as parlé de développement, d'aide, etc. Est-ce que vous avez d'autres usages? Je pense notamment à toi, Vincent, qui du coup ne fait pas de dev. Dans quel cas tu utilises l'IA pour des applications? Alors, du coup, nous, on accompagne des équipes de développement, donc il y en a certaines qui déjà utilisent GitHub
GitHub Copilot en phase de test chez Orange. C'est en phase d'expérimentation. Et donc, nous, en tant que coach, notre rôle aussi, c'est de pouvoir accompagner les équipes sur les meilleures pratiques pour utiliser ces outils-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup entre ce que veulent les managers et ce que les craintes aussi légitimes des gens qui vont l'utiliser. Il faut en fait de l'accompagnement. Et donc, nous, il y a un travail de veille à faire sur ces outils-là pour pouvoir accompagner les équipes pour l'utilisation, tant en termes de sécurité, tant de ce qu'on peut mettre, de ce qu'on ne peut pas mettre, tant en termes d'avoir du recul sur ce qui est produit par ces outils-là, qui peuvent parfois avoir des hallucinations. Donc voilà, nous, ça va être plutôt ce côté-là d'expérimentation et d'essayer d'accompagner les équipes. Et aussi en parallèle, nous, on a plutôt un outil en interne chez Orange qui s'appelle Dinutu, qui est en fait une interface qui va utiliser les API de OpenAI ou de Mistral. Et nous, on va s'en servir plus pour faire apprendre au PO à faire du découpage d'US, s'en servir aussi pour monter des ateliers, pour nous faciliter la création d'ateliers ou pour résoudre différentes problématiques qui peuvent se poser dans nos travails de coach, de type nous aider à de faire des comptes rendus de réunion, tout simplement. Donc, toutes les choses qui peuvent prendre du temps. Et puis, on est en train de regarder d'un point de vue éthique si ça pourrait nous aider aussi nous aider à analyser des interviews quand on fait de la systémie, par exemple. Je vais rajouter un petit truc sur ce que tu as dit au début, sur la première partie, quand tu parlais de l'adoption ou de la mise en place. C'est-à-dire que là, je vais mettre tous les vendeurs qui font la même chose que Copilot, AWS, Google et les autres. C'est que moi, je m'attendais, en tant que vendeur, une fois qu'on ait qualifié le côté sécu, légal, rassurer l'équipe sécurité et légale, qui est notre responsabilité, là, vous avez plein de ressources qu'on peut partager avec les clients, mais il y a une partie où on explique l'architecture, on explique ce qu'on fait des données, on voit toute cette partie-là. Moi, je m'attendais à ce que le développeur il commence à utiliser l'outil et que ça se pollinise très très vite dans l'entreprise. Parce que moi, j'ai un petit peu, comme dit Rina, moi j'ai commencé à l'utiliser, je ne peux plus m'en passer. Et là, je parle vraiment dans le contexte de l'éditeur de l'IDE. Et en fait, on a besoin vraiment d'aide pour passer à l'échelle. Parce qu'en fait, certaines personnes arrivent avec un côté magique où ils disaient je posais une question à l'IA, je m'attends que ça fasse tout, ou à l'inverse, je suis très bon développeur et ce que me génère l'IA c'est catastrophique, et la réalité elle est entre les deux. Aujourd'hui on fait des assistants et je pensais que ça allait prendre rapidement, donc en fait l'accompagnement on va dire, pour monter en charge, monter à l'échelle de l'entreprise est super important, et ça c'est les rôles de tous. Vous, quand vous êtes en Presta, des boîtes qui se spécialisent sur les formations comme vous, vont vraiment aider. Et là, comme je le dis, je ne parle pas de copilote, je parle vraiment de toute l'IA générative au sens pour les développeurs, parce que mon métier, c'est le développement. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Alors après, je ne sais pas si on parlait maintenant, mais c'est vrai qu'il y en a. Tu as dit un mot qui est intéressant, la qualité. Parfois, on entend des personnes qui critiquent la qualité du code qui est donné. Est-ce que vous avez déjà constaté, Nirina, du dev remonté par ces assistants qui n'étaient pas corrects du tout? Du coup, moi, c'est tout le temps. Et Ouais. je me permets juste de rebondir là-dessus, parce que excuse-moi, j'ai pris la main en premier, mais c'est un truc qui est, quand je fais mes présentations, mes workshops, j'explique, et là je connais que Copilot sur cette partie-là, mais c'est peut-être un peu différent pour les autres. Le contexte est super important. Ce que tu fais, ce que tu as autour de ton code. Donc si ton code est très sale, il va coder comme toi. Donc déjà, si tu as du code sale, il va générer du code sale. En termes de qualité et même en qualité de pratique. C'est-à-dire que si tout ton code fait des SQL injections, il va te faire des SQL injections. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la chose la plus importante quand on met en place l'IA, c'est de renforcer la CI. Et en exagérant, je dirais que si vous n'avez pas de CI, si vous n'avez pas de process de revue de code, mettez pas en place de l'IA pour les devs. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas les bonnes pratiques, probablement pas des développeurs qui sont les plus sérieux. Donc ça va être une catastrophe parce que vous allez générer beaucoup de code avec de l'IA. À l'inverse, si vous avez un process de développement qui est très propre et une revue de code, parce que de toute façon, le code qui est suggéré, c'est le vôtre. C'est pas marqué, c'est du code Copilot. C'est le code de Tuc, c'est le code de Jean-François, c'est toi qui l'avais écrit. Il faut considérer comme si c'est toi qui l'avais écrit. Donc le process de revue va être le même.
Et je dirais que les mauvais développeurs vont utiliser l'IA et faire du mauvais code, et les bons développeurs vont faire du code de qualité avec Copilot ou les autres. Peut-être que quelquefois, ils vont avoir une réaction en disant « Oh là là, l'outil génère du mauvais code. » Mais c'est pas grave. Tu le corriges. Ouais, carrément. Moi, je suis totalement d'accord. Et j'aime bien faire l'équivalent avec Stack Overflow quand c'est arrivé. On Exactement. disait, bah oui, le code, on l'a pris de Stack Overflow, il marche. Ouais, mais il y avait un contexte que toi, tu n'as pas et que tu as mis dans ton projet et qui n'est pas le même. Nirina, ouais, toi, c'est déjà arrivé? Sur la qualité du code, on entend en sens général, j'ai un peu de tout en fait. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu déçu justement parce que je savais pas trop. Par exemple, il connaît pas trop les stacks JavaScript qui changent tous les mois. Donc, c'est sûr que l'outil que j'utilisais n'était pas entraîné. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en contextualisant beaucoup et même en réutilisant les mêmes techniques de contextualisation, je commençais à avoir des choses pas mal. Ou même des fois, il me proposait. Moi, j'utilise beaucoup le chat en fait, plus le chat que la suggestion de code. Où là, vraiment, à des moments, il me disait voilà, je propose ce pattern de programmation pour résoudre ce problème, ça marchera mieux. Et là, vraiment, ça m'a fait genre ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Mais c'était une discussion pour en arriver là. Et là, vraiment, j'étais impressionné. Clément, niveau dev, c'était front aussi, principalement. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, ça dépend des outils. Il y en a qui sont, je trouve, très performants. Il y en a d'autres qui sont moins bons, pour pas dire d'autres mots. Moi, je suis un grand fan de Copilot. Je suis aussi un grand fan des modèles en local. Mais ça dépend, comme vous le dites, effectivement, beaucoup du contexte. Il ne faut pas lui demander de générer tout un composant ou de générer toute une page web. Sinon, effectivement, le code sera pas celui attendu et il ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut y aller bout par bout. En tout cas, moi, c'est l'utilisation que j'en ai. Comment j'utilise les LLM, c'est j'y vais séquence par séquence. Je trouve que les résultats sont beaucoup plus pertinents. On peut les tester, on peut les comparer. Enfin, y aller petit bout par petit bout est pour moi plus pertinent que de lui dire tiens, vas-y, fais-moi toute ma page comme ça. Vincent, tu avais une remarque là-dessus? Ouais, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Tug. Nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi un problème au niveau des managers. Il y a beaucoup de managers qui estiment qu'avec l'arrivée des jeunes IA, et notamment pour coder, on va pouvoir se débarrasser des seniors et finalement prendre des juniors à qui on va donner des jeunes IA pour un petit peu les augmenter. Et là, il y a des très gros risques parce qu'en fait, effectivement, moi, toutes les expérimentations que j'ai pu mener pour essayer de faire du code, il y a toujours 2-3 petits trucs qui ne vont pas. Sauf que, alors moi, je l'ai testé pour faire, par exemple, du code Ansible, parce qu'à la base, je viens du monde DevOps, mais avec le recul, j'ai pu voir les petites altérités, les corriger. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience et à qui on va lui dire, bah, maintenant, tu as une GenIA, tu vas coder avec. S'il ne sait pas prendre le recul nécessaire pour corriger quand il y a des hallucinations qui sont possibles, on va arriver à des catastrophes. Et effectivement, quand on fait proprement, qu'on a une chaîne de CI, on va avoir le code qui va être bloqué directement, genre avec du SonarQube, avec des choses comme ça. Mais si on n'a pas ces outils-là et qu'on pousse en prod des trucs qui n'auront pas été correctement testés et puis validés par le développeur, on risque d'avoir des problèmes. Moi, je pense que c'est un très bon outil pour que des développeurs seniors puissent gagner du temps et de l'efficacité. Par contre, pour les juniors, il va falloir d'abord qu'ils montent en compétences avant vraiment de prendre complètement possession de ces outils-là pour être efficaces. Alors, je vais rebondir sur les deux points là, parce qu'il y a deux parties qui sont super intéressantes sur le côté senior, etc. En fait, ce qui m'amuse depuis que j'interagis avec les développeurs, les équipes de développement, les managers autour du dev pour l'IA, l'IA pour les devs, pardon, c'est que ils oublient que la partie l'IA où va être super intéressante, c'est sur le code qui est le moins intéressant. C'est-à-dire que c'est tout le boilerplate, on sait tous se connecter à une base de données, etc.
c'est du code qui est super chiant à écrire. Alors, au début, quand on apprend, on est très content de pouvoir se connecter à une base, faire des requêtes compliquées. Quand ça fait 20 ans qu'on le fait, s'il y a quelqu'un qui peut le faire à notre place proprement, on est content. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le métier en supposant que même s'il y a généré des choses propres partout, le métier du senior est encore plus important, puisqu'en fait, c'est l'architecture, comment tu déploies, et donc ça, c'est pas un junior qui va le faire, c'est un senior. Et vouloir se débarrasser, avoir cette partie-là, et on l'a des fois, hein, la discussion avec les managers, je dis, mais attendez, vous vous rendez pas compte que c'est pas ça la partie complexe. La partie complexe, c'est vous allez faire du cloud natif. Quand on part du cloud natif, l'architecture du produit, sans parler du code, est beaucoup, beaucoup plus importante, puisque le code après pourra être remplacé, réévolué, etc. Donc moi, j'appuie énormément là-dessus en disant pour le développeur senior, au contraire, ça va lui permettre de libérer du temps sur des choses qu'il faisait qui n'étaient pas intéressantes pour qu'il se concentre sur la partie qui est plus intéressante. Et dans cette partie qui est plus intéressante, il y a aussi le mentoring des juniors pour apprendre à utiliser l'IA. Par contre, là où j'ai souri quand tu as dit ça, j'ai dit de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, c'est trop tard. Les étudiants qui sont actuellement à la fac et dans les écoles d'ingé, ils apprennent avec ChatGPT, avec Gemini, avec Copilot, etc. Donc, ils apprennent avec de l'IA, ils prennent des bonnes ou mauvaises pratiques avec de l'IA. Quand ils vont intégrer nos équipes, c'est à nous de faire ce mentoring pour expliquer attention, parce que on va avoir des surprises, mais par contre, je ne pense pas que ça fasse des moins bons ou des meilleurs étudiants. Ingé, c'est juste une autre façon d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je mets en avant quand je parle de l'IA générative pour les devs. Dans la salle, il y a avoir des gens allergiques qui vont dire on ne peut pas. Je dis mais attendez, demain, là, on va voir l'équipe Sécu, on vous supprime Google et Stack Overflow. Quel est votre niveau de développement si vous n'avez plus accès à Google et Stack Overflow? Les juniors, qui sont actuellement en train de faire leurs études, leur couper l'IA générative, c'est vous couper à vous Google et Stack Overflow. Oui, c'est clair que même des trucs tout bêtes, on peut refaire une recherche Google. Et maintenant, on les fait directement dans les IA. C'est une autre façon de rechercher. Là, je voudrais bien revenir sur ce point-là, c'est que justement, j'ai un stagiaire sur un sujet d'IA et il utilise pas mal ChatGPT quand il a des questions. Et ce qui m'impressionne, c'est que justement, il fait le filtre entre ce qui est bien et pas ouf, mais il apprend très vite des choses sur du bundling JavaScript, du déploiement Docker, très très vite. Et les 10% qui étaient pas bons, s'il a fait 90%, c'est déjà bien en fait. Exactement. Et ce que tu viens de dire sur Docker, Bundle et tout ça est super intéressant parce que il faut sortir de l'idée que les IA génératives pour les devs, c'est pour générer du code. Alors, bien sûr, c'est pour générer du code. Bien sûr, c'est pour compléter le code. Mais tu as vu, toi, tu parlais que tu utilisais beaucoup le chat. Tu as parlé de ton étudiant. Et quelque chose qu'il faut mettre en avant, on a parlé de qualité et de sécurité. Ton outil de CI trouve une faille de qualité ou un défaut de qualité ou un défaut de sécurité. Dans le monde passé, avant l'IA, je suis persuadé que les développeurs moyens ne se posaient pas de questions. Ils fixaient le problème, Google, ils fixent le problème, tac, ou ils appliquent ce que leur team lead a dit dans la revue de code. En ayant un chat inclus dans l'IDE, ce qui est chouette, c'est qu'on peut poser la question, ah bah oui, mais là tu me dis qu'il y a une injection SQL, qu'est-ce que c'est et comment c'est exploité par les pirates? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas apprendre beaucoup plus rapidement certaines choses où avant tu fixais sans te poser de questions. Et maintenant, comme c'est pas contraignant et que tu vas parler ta langue, ta façon de poser une question, tu vas monter en compétence sur des choses auxquelles avant tu ne posais pas de questions. Oui, je vais rebondir là-dessus. Au-delà de la génération de code, c'est quand même un sacré outil didactique. Moi, ça me fait gagner un temps fou. Aujourd'hui, je me mets à l'électronique avec de l'Arduino. Je suis devenu, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je suis devenu allergique à la doc. À lire la doc, à aller chercher. Je préfère avoir un chat, discuter avec quelqu'un, entre guillemets, et lui dire voilà comment je fais pour allumer une LED, comment je fais pour programmer un port série, plutôt que d'aller regarder dans la doc. ChatGPT le fait très bien, il me sort de très bons exemples, et puis je peux lui dire mais là j'ai pas compris ce que ça faisait, est-ce que tu peux m'expliquer comme si j'avais 5 ans, quoi. Donc c'est au-delà juste de la génération de doc ou les cas d'utilisation qu'on pourrait en avoir comme le TU, les requêtes SQL, il y a aussi un côté didactique qui est assez intéressant là-dessus. Et moi, ça me rappelle une expérience où, du coup, j'avais fait du Go il y a très longtemps et je me suis remis, en fait, et au lieu d'aller voir la doc de Go, j'ai demandé c'est pas ChatGPT, mais j'ai demandé à
GitLab Duo, de me réexpliquer comment on recrée des projets, comment on faisait des tests sur des projets, comment on testait. Et effectivement, je suis resté dans mon IDE et au final, bah, j'ai réussi à faire mon projet. Alors, bien sûr, j'avais un vernis de Go qui est vite revenu en voyant ça. Et c'est cet aspect-là que je trouve ça intéressant. Ça évite d'ouvrir encore un onglet. Parce que souvent, dans la tech, on a quand même beaucoup d'onglets d'ouverts. Et d'avoir un autre avec ChatGPT ou autre chose, c'est encore un trop. Mais je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux onglets et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être importante quand on va aider les gens à choisir les solutions, c'est l'expérience du développeur qui est clé. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le meilleur LLM qui va fournir la meilleure aide au développeur. C'est que ce qui, moi, me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps, et c'est ce que tu viens de dire sur la doc, etc., c'est que le fait de rester dans l'IDE, de ne pas avoir de copier-coller à faire, de poser la question, d'avoir le contexte immédiatement, en fait, ça rend un plaisir dans la façon de poser des questions et de développer, de découvrir des choses qui améliorent en fait cette façon d'interagir avec le modèle ou avec l'IA. Parce qu'il est vrai, alors je vais rester dans le monde de Microsoft dans ce cas-là, ou Microsoft OpenAI, c'est que actuellement il y a GPT-4o qui est sorti. Il est plus puissant que le GPT qu'on a à l'intérieur de Copilot, parce qu'on n'est pas encore sur 4o. Mais moi, je ne l'utilise pas. Parce que même si la réponse va être peut-être meilleure, le fait de ne pas avoir fait de copier-coller, indépendamment de la sécu, etc., mais le fait de ne pas avoir fait de copier-coller, de rester à l'endroit, un clic, modifier, reposer une question par rapport au contexte, avec le contexte qui change tout le temps, va vraiment être intéressant. Pour la documentation, la seule chose que je veux dire, c'est que pour qu'on puisse avoir des modèles qui comprennent la doc, il faut de la doc. Donc, utilisons l'IA pour écrire la doc. Ça pourrait être marrant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire de la doc de votre code à partir de l'IA d'ailleurs. Ah si, moi tout le temps. Ok. Et notamment, tu peux tester avec toutes les IA, parce que ça marche avec toutes les IA. Tu lui demandes, tu prends ta base de données, des schémas d'architecture, des schémas d'interaction entre classes ou reste, et tu fais crée-moi un ERD, donc crée-moi un MCD à partir en Mermaid, à partir de le code, ça marche super bien. Ce qui est difficile là, par contre, c'est pas c'est pas du rétro-documentation complète d'un projet. Ok. J'ai jamais pensé à le faire, mais intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage en fait? Parce que là on parle beaucoup de suggestion de code. Est-ce que vous avez du coup le chat bien sûr, mais d'autres cas d'usage en fait sur l'IA qui peut aider justement la création d'applications? Vincent, je crois que t'es mute. Ouais, je suis en train de réfléchir. Justement, avec tout le côté, on parlait tout à l'heure du côté didactique, mais pour accompagner, par exemple, des systèmes architectes ou des choses comme ça qui ont besoin de monter en compétences, il y a vraiment aussi ce côté un petit peu pédagogique qu'on retrouve avec des assistants tant sur Azure que sur GCP, qui vont aider à aussi faire monter en compétences sur des nouveaux outils. Et donc, il y a vraiment peut-être créer des parcours pédagogiques en fait avec les IA pour pouvoir monter une application. Donc, commencer par les architectes et ensuite redescendre vers les équipes pour aider les équipes, par exemple, à passer d'un monolithe vers une architecture microservice. Donc, on pourrait imaginer aussi ce type d'utilisation de parcours pédagogique, d'apprentissage grâce à l'IA générative. Nous, c'est des cas qu'on essaie de réfléchir. En fait, ce qui est intéressant avec l'arrivée de ChatGPT qui a vraiment explosé, plus maintenant tous les outils et des outils spécialisés comme Copilot, Duo, Gemini et compagnie, Gemini Code Assist, c'est qu'on a prouvé que ça pouvait aider les développeurs. On sait que ça marche. Maintenant, on va spécialiser sur certains cas d'usage ou à certains endroits dans la façon dont on va travailler. Aider à écrire une bonne pull request, aider à la revue de code sur la pull request, faire de l'auto-suggest, c'est-à-dire créer un auto-fixe quand on voit une vulnerability. Mais quand je dis ça, c'est à chaque fois, ce sera toujours des suggestions. On trouve une faille dans l'API, au lieu de simplement dire on a trouvé cette faille de sécurité, expliquer dans le contexte vraiment du code qui est en train d'être analysé et créer une petite suggestion. Pareil, quand on imaginait de mettre les mises à jour Java, de Java 17 à Java 21, d'Angular X à Angular Y, en fait, c'est les prochaines étapes, ça va être de spécialiser un petit peu l'IA dans les travaux qui sont autour du code lui-même. Et si on sait tout ce que je viens de citer, là, sur les migrations, sur les machins, c'est des choses qui sont chiantes à faire. Mais on a besoin de les faire pour éviter la dette technique, fixer rapidement les bugs.
Et je pense que là, l'IA va vraiment, vraiment accélérer cette partie-là dans notre vie de dev. Yes, carrément. Je sais que du coup, je suis côté GitLab, il y a des l'IA qui mine dans toutes les étapes en fait de DevOps qu'on peut trouver de projets. Par exemple, il y a une faille de sécurité qui tombe. Moi, perso, j'y connais rien. L'IA va permettre de donner un contexte. C'est vrai que c'est quand même très plaisant et je trouve que on peut gagner du temps aussi à faire ça et ça marche aussi pour plein d'autres étapes. Il y a une fonctionnalité que j'aime bien, moi, c'est le résumé initio qui, du coup, on peut avoir une description avec un certain nombre de commentaires qui arrivent en fait sur le ticket. Et à partir de là, résumer, c'est super pratique. C'est peut-être une intégration toute bête. Mais Et dans la pull request, pareil. Ou la merge request. La pull Ouais. request, c'est-à-dire que j'avais contribué sur une action publique sur GitHub. Et alors, c'est pas mon boulot principal d'écrire du code pour GitHub. Donc, en fait, j'avais traîné à répondre. Donc, j'avais pas à l'époque le résumé des pull requests. Donc, il a fallu que je me tape tous les commentaires de l'ingé qui validait, etc. J'aurais aimé, et ça maintenant on peut le faire, et je pense que c'est pareil sur Duo, poser la question, résume-moi des dernières interactions, et qu'est-ce qu'il faut que je change. Alors, la réponse, elle n'est pas parfaite. Mais par contre, ça fait déjà un travail qui est vraiment intéressant et qui va accélérer. Un petit peu comme quelqu'un parlait des résumés des réunions ou des choses comme ça. C'est pareil, c'est pas parfait, mais ça permet d'aller plus vite sur l'action suivante. Je ne sais pas si l'un de vous alors, je pense que peut-être Nirina et Clément vous êtes peut-être plus concernés sur le prototypage des applications côté front pour justement faire des POC plus rapidement avec l'IA. Je sais pas si, Clément. Ouais, de mon côté, j'ai testé pas mal d'outils sur le prototypage front. C'est-à-dire que je veux un dashboard, je veux une carte, je veux un menu déroulant à cet endroit-là. Il y a de très bons outils, à la Devin mode. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Devin. Mais donc voilà, c'est vraiment, on chatte avec le modèle et le modèle va venir construire une page HTML. Donc là, aujourd'hui, ça n'existe qu'avec du Tailwind. Mais demain, on peut imaginer d'autres frameworks UI, CSS. Et c'est assez bluffant quand on branche ça avec des modèles qui vont vite sur, par exemple, un service comme Grok. On a des UI en une demi-seconde qui sont générés, qui ressemblent déjà à quelque chose et qu'on peut venir présenter en réunion. Ouais. Au moins pour pouvoir faire une preuve de concept, une espèce d'A/B testing de sur quoi on veut partir. Alors, pas directement sur le prototypage, mais c'est un peu lié à ça. Un conseil à donner aux gens qui commencent dans l'IA ou qui l'utilisent tous les jours, mais c'est moi systématiquement, quand j'ai quelque chose à faire que j'ai pas testé avec de l'IA, je vais le tester. Je vais me prendre 20 secondes, 1 minute à tester. Par exemple, j'avais des données de test, alors c'est pour, je pense au prototype à cause de ça, c'est que j'étais en train d'écrire un petit prototype, j'avais des données de test à faire. Je suis allé sur un site web, j'ai fait pas de la page HTML, pas du code, hein, j'ai pris le tableau, je l'ai mis dans le chat et je lui ai dit génère-moi les requêtes et la table SQL. Il me l'a fait, ça m'a pris 20 secondes, hop, une nouvelle petite corde à mon arc. J'avais un fichier properties avec des traductions à faire. J'ai testé, sélectionné, traduis-moi les valeurs en anglais, en français. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à... Quand on travaille avec les développeurs, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de use case pour l'IA. C'est que c'est la façon dont on va se poser la question, nous, par rapport à une tâche qu'on a à faire, comment ça peut nous aider. Et c'est systématiquement tester. Et on va avoir des surprises. Quelquefois, moi, je pense que je code avec le sourire quand j'ai la réponse qui arrive. Et je pense qu'avec les outils de prototypage, c'est super impressionnant. C'est jamais testé, mais ça me rappelle un cas d'usage où j'avais demandé de générer un Dockerfile par juste fainéantise, je pense. Et du coup, il m'avait sorti un truc qu'il fallait pas du tout que j'utilise. Mais en tout cas, il y avait l'approche et il y avait des bonnes pratiques dedans. Donc voilà. Ça peut aussi aider à ça. Est-ce que justement, vous avez des... Ouais, ça m'est arrivé aussi effectivement de générer des Dockerfiles pour des projets open source qui ne proposent pas de Dockerfile. Donc à donner le README et à générer le Dockerfile. Donc d'avoir un truc qui au moins tourne tourne en local. Et c'est vrai que j'étais assez étonné de la facilité dont on pouvait faire ça. Et là, en ce moment, on est en train justement on va se lancer en mode prototypage pour une application. Pour Zenica, on a un salon agile à la rentrée et donc on veut lancer une petite application pour générer des ateliers grâce à l'IA, donc qui va permettre à un utilisateur de mettre un certain nombre de paramètres, de s'adresser à une IA pour générer une trame et de le renvoyer à l'utilisateur. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire justement, c'est de vraiment
travailler aussi avec l'IA pour la création de l'application. Donc, sur toute la partie à la fois prototypage et puis codage. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là pour aussi faire un retour d'expérience au moment du salon pour dire comment on a pu travailler avec l'IA en tant que coach agile. Et je rebondis là-dessus par rapport à une expérience que j'ai eue, qui est que tu as dit démarrer un projet. Il y a quelque chose qu'il faut, à mon avis, pas faire, c'est-à-dire que je vois le logo Quarkus sur ton ordi. Par exemple, quand on prend les outils Angular, Next, Quarkus, Spring, qui est l'écosystème que je touche un petit peu, ils ont des outils en ligne de commande pour générer le squelette de projet. Il faut utiliser ces outils pour faire le squelette. N'utilisez pas l'IA pour dire génère-moi un projet. Non, aujourd'hui, je crois que la plupart des outils, quand on va dire génère-moi un nouveau projet Angular, va pointer vers la commande. Il y a quelques années ou quelques mois, parce que ça bouge tellement vite, quand on faisait ça, ils proposaient la structure. Il ne faut pas le faire parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'outil qui a été fait pour ça dans le projet, pour plein de raisons, et notamment parce qu'on choisit bien les bonnes versions des produits, les bonnes dépendances. Et comme c'est ce qui va servir de contexte pour aider le développeur par la suite, pour écrire son code, pour écrire la partie CI, pour écrire. Donc vraiment réfléchir un tout petit peu avant de, de partir tête baissée dans toutes les questions. Et du coup, faut connaître, tu parles de Quarkus, effectivement, il faut avoir mis un petit peu le nez dans la doc pour voir qu'il y a un starter qui existe. Après, en théorie, si on se lance sur un framework, c'est qu'on a déjà entendu parler de... C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je ne sais pas si vous avez eu cette expérience en discutant avec les gens qui font l'IA pour les devs. Par moment, on a l'impression qu'ils oublient qu'ils sont avant tout développeurs. Moi, je suis développeur, je ne suis pas un prompt engineer. J'apprends à prompter en codant et ça ne m'intéresse pas de devenir un prompt engineer. Je suis un développeur et j'essaye d'utiliser l'IA pour m'aider. Et je garde branché mon cerveau de développeur. Il n'est peut-être pas très gros, mais je le garde branché. Si on oublie complètement, on va partir dans un mur. Ouais, puis c'est vrai qu'on dit utiliser l'IA pour créer des projets, oui, en fait, oui, ça fait comme si on allait demander comment faire un petit truc tout simple à Google, en fait, au bout d'un moment, peut-être réfléchir à ce qu'on a appris quand même et y aller. Clément, tu parlais justement de LLM en local. Est-ce que tu as déjà fait des vrais projets tu as créé des projets avec justement une aide par un LLM installé en local? Alors non, parce que les modèles sont pas non plus formidables, mais j'ai bidouillé. Mais des choses qui sont parties en production, pour le moment, jamais. J'espère que ça sera le cas un jour, puisque mon point de vue très personnel sur les LLM, c'est qu'il faut sortir des big players. Il faut sortir des ChatGPT, il faut sortir des GitHub Copilot, il faut sortir vraiment des big players. Donc pour moi, ça passe effectivement par faire tourner en local des choses. Alors c'est vrai que les modèles sont moins bien entraînés, les datasets sont moins sympas. Donc aujourd'hui, on a une perte de qualité avec les modèles en local. Et il y a aussi une question qui est la puissance de la bécane qui fait tourner ça, quoi. Enfin, il faut quand même une sacrée bête. Alors, ça tend à s'améliorer avec le temps, on l'a vu, mais il y a déjà 6 ou 8 mois, on avait l'AMA CPP, il fallait quand même envoyer, il fallait une carte graphique. L'inférence sur CPU n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, c'est un de mes regrets, c'est qu'aujourd'hui, non, en production, rien n'est parti avec un modèle en local. Voilà. Après, on est quand même qu'au début. Oui. Parce que tu as les SML, donc les Small Language Models qui arrivent, tu as des puces spécialisées qui vont arriver. Donc je pense que toute cette partie-là va évoluer très 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 vite. Et l'intégration aussi des big players avec quelque chose en local et des choses comme ça, je pense qu'on est à l'étape suivante. Maintenant, on va revenir à parler d'architecture pour comment on va assembler des composants entre eux pour rendre un service particulier. Tu as du code ultra spécifique et là tu veux que ce soit en local, alors que quand tu poses des questions sur Spring, tu t'en fous que ça vient d'Internet. Et tu vas avoir ce genre d'outils qui vont arriver, ça c'est certain. Donc ça évolue assez très vite. Il y avait Jérémy qui a participé au podcast qui a fait des tests sur un Raspberry. Donc c'est le 5. Puis il y en a d'autres sur le net. On voit pas mal d'articles très intéressants qui installent des LLM en local, mais je pense que c'est plus pour le côté fun. Je suis curieux de voir l'usage que ça peut avoir sur du vrai dev open source ou client qui pourrait être. Après, faut trouver l'équilibre. Parce que là, on parle d'un métier particulier qui est celui du dev. L'optimisation de la productivité, en productivité, c'est pas le bon terme, mais l'optimisation du travail des devs,
c'est pas à l'entreprise de le donner, sauf si cette entreprise est un éditeur de logiciels. Nos clients finaux, ils font des applications métiers. Ça serait plus intéressant, je pense, qu'ils travaillent sur leur métier avec l'IA et essayer de trouver des solutions clés en main pour les développeurs. Après, je pense aussi qu'on arrive à un moment donné où ça va faire comme pour dans l'industrie, quand l'IA a commencé à arriver, il y avait des modèles où en fait l'IA était côté cloud. Et je parle il y a à peu près une dizaine d'années, avec des trucs de vision pour analyser des données. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin en fait de mettre l'intelligence à la source, ce qu'on a appelé le edge computing. Et je pense que même pour l'IA générative, on va arriver aussi avec ce côté-là où va falloir en fait vraiment faire le côté à la source, mais là, du coup, côté IHM, parce que finalement, la GNIA reste une IHM, mais du coup, que certaines choses soient en local pour offrir une réponse le plus rapidement possible à l'utilisateur. Et typiquement, on pourrait s'intéresser, je pense, la GNIA pour être typiquement dans des voitures ou des choses comme ça pour interagir avec l'utilisateur. Au cas où il n'y ait pas de réseau, il faudrait quand même qu'elle puisse réagir à l'utilisateur. Donc, il y aura des cas d'usage qui vont commencer à émerger avec justement de la mise à la source de la GNIA et non plus avec peut-être un côté asynchrone avec des big players. Mais je pense qu'on va avoir des cas d'usage qui vont bientôt se dresser pour pouvoir faire des IHM avec différents appareils domestiques ou au niveau de l'industrie. J'ai eu un cas, moi, d'utilisation d'une IA en local. C'est parce que j'ai récupéré une très vieille documentation, environ 500 documents différents de 200 pages chacun. Et on voulait faire, il y a une partie qui fait du rétro-engineering dessus, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était récupérer la doc, mais on ne pouvait pas l'envoyer n'importe où. Et c'est le moment où moi, j'avais un peu testé, justement, je lui envoie essayer de faire un RAG local, un LLM local pour poser des questions, pour trouver des solutions. Au final, on a fini par trouver des experts sur la problématique qu'on avait, mais là, vraiment, pour moi, c'était un use case où on ne va pas sortir cette documentation de chez le client. Donc, il nous faut un modèle local ou quelque chose qui est certifié par l'entreprise. Même s'ils sont partenaires avec Microsoft, ils n'étaient pas très friands à le faire. Je pense que pour l'aspect juridique, par exemple, on va avoir ce cas d'usage où on va avoir besoin d'avoir des choses en local. Typiquement, quand on s'apprête à faire, je ne sais pas, au niveau des entreprises, des stratégies d'investissement, des choses comme ça qui vont du coup devoir grappiller pas mal d'interroger pas mal d'informations juridiques, si ce qu'il est possible de faire pour un rachat, par exemple, ou pour des mises sur le marché de certains produits. Effectivement, là, du coup, ils doivent avoir ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence documentaire, mais avec des modèles locaux qui ne sortent pas de l'entreprise pour être sûr qu'il n'y ait pas des fuites d'informations qui pourraient être utilisées par les concurrents. Donc là, il y a des cas d'usage, à mon avis, qui vont se dessiner. Je vais rebondir là-dessus sur le commentaire sur la sécu, l'IP et tout ça. Ce qui est très très important quand on va regarder les IA, c'est comprendre où sont les données. C'est comprendre comment le modèle est entraîné à l'origine. Quand on interagit, où est-ce que ça va? Est-ce que c'est gardé, c'est pas gardé? Est-ce que potentiellement c'est entraîné, etc. C'est-à-dire que avant d'avoir peur, il faut comprendre comment ça marche. Et quelquefois, quand on va se poser la question, je ne veux pas utiliser un service parce que c'est du SaaS, faut se poser la question, est-ce que ce SaaS-là va prendre mes données, etc. ou pas? Parce que quelquefois, en fonction de la confidentialité et la compliance, ça n'est pas un souci. Surtout que la blague que je dis souvent, moi je dis, mais regardez où sont tous vos emails et tous vos documents d'entreprise. Ils sont déjà sur le cloud. Donc quelquefois, si on te dit, on envoie du code, on ne le garde pas, on ne l'utilise pas pour entraîner le modèle, on fait l'aller-retour, c'est une question de confiance entre un fournisseur de services et le client. Ça veut pas, je ne dis pas que tout le monde est ouvert, etc. Mais il faut
pas uniquement dire la meilleure solution sera toujours de le faire on-prem, etc. Avant de partir sur des choses qui vont rajouter plein de contraintes, posez les bonnes questions à vos fournisseurs. Carrément. Et justement, donc là, c'est vrai quand on parle d'IA, on se pose pas mal de questions, on peut peut-être avoir un sentiment de crainte. Si on peut donner quelques astuces pour justement personnes qui n'utiliseraient pas encore l'IA et qui voudraient s'y mettre, comment on se lance? Clément. ChatGPT, non, je sais pas. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai découvert l'IA générative, c'est je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, ChatGPT? Puis j'ai commencé à chatter avec, puis j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai vu que c'était une pseudo-encyclopédie qui répondait quand même un petit peu à côté de temps en temps, même encore aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'il faut aller chatter avec lui. Faut aller chatter. Faut ne pas avoir peur d'installer des outils comme Copilot ou un Ollama en local et puis d'aller prompter au début. Et puis c'est comme ça qu'on va se faire une hygiène d'utilisation. C'est en allant au contact de l'outil, quoi. De toute façon, ça sert à rien de regarder des vidéos pendant 8 ans. Faut aller au contact de l'outil, quoi. Carrément. Nirina, t'en penses quoi? Quelle astuce tu pourrais donner aux personnes qui veulent commencer? Moi, je leur dirais de lire un article que j'ai écrit sur le sujet. Justement, je montre un peu une utilisation naïve et je pousse le truc jusqu'au bout. Et en fait, ça représente mon expérience qui m'a fait dire, bah en fait, là, c'est pas mal. Mais sinon, je rejoins complètement ce qu'a dit Clément, c'est-à-dire on teste l'outil et on essaie de comprendre quand ça marche bien et voir justement poser les bonnes questions et regarder peut-être quand même quelques vidéos, moi je dirais, sur peut-être de prompt engineering, genre comment orienter l'IA pour qu'elle retourne des questions, pour qu'elle nous assiste et moins qu'elle donne des choses brutes de décoffrage. Moi je dirais ça, moi ça m'a vraiment aidé à regarder. Vincent? Bah, comme ce qui a été dit avant, expérimenter, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Alors plus, c'est vrai avec moi du côté image, parce que il y avait vraiment ce rendu qui était, enfin c'était très visuel pour le coup, mais expérimenter, raffiner ses prompts, tester des nouvelles choses, partager avec les autres et partager les meilleures pratiques. Je sais que dernièrement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai trouvé une formation, je ne sais plus d'ailleurs sur quelle plateforme, avec quelqu'un qui explique bien qu'en fait, la GNIA est bien pour résoudre des problématiques et donc en fait de bien exprimer ces problématiques et donc tout ce qui est possible de faire. Et il partait d'un cas d'usage où il avait quelques ingrédients dans son placard et il voulait faire des recettes de cuisine. Et puis de fil en aiguille, il en arrive à tiens, je vais faire un jeu pour mes enfants pour parler gastronomie et puis calories et machin. Donc tiens, je vais faire une application en Python, je vais prototyper quelque chose et puis là, tiens, j'ai besoin de pour tel truc, ma femme elle est pas là, j'ai une question à lui poser, elle est experte dans un certain domaine et bah tiens, je vais simuler que ma femme est là. Je crois que c'était pour des questions de dermatologie. Et puis en fait, comme ça, il y a plein de cas d'usage qui, au fur et à mesure d'expérimenter, vont pouvoir venir et du coup vont nous permettre de vraiment voir un peu tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Ok. Et tu, ton petite Moi, astuce? comme je le disais au début, moi quand j'ai commencé avec Copilot. C'était pas vraiment l'IA. Ce que je dirais, c'est qu'en tant que dev, si vous n'avez pas utilisé d'outils déjà, prenez une des extensions que vous... Alors, attention, sur un projet perso, parce que ne faites pas ça sur vos projets clients sans savoir où sont les données, sans avoir l'autorisation, etc. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre IDE favori, vous trouvez une extension qui vous plaît, qui utilise un des moteurs d'IA, si possible avec le chat et la complétion. Parce qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça peut vous aider. La complétion avec de l'IA, c'est un peu la complétion qui aurait pris un rail de coke et qui va énormément vous aider. Et on devient addict, non pas à la coke, mais à la complétion. Et le chat va être embarqué. Et ce que j'ai fait après, moi, c'est au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, comment ça marche ce truc-là? Donc, je suis parti de l'autre côté du miroir où j'ai pris un modèle, j'avais pris Mistral. Et j'ai pris un peu de code pour pour expérimenter ce que c'est que de développer une petite API ou un petit développement sur un LLM.
Et il y a un côté où là, ça ouvre des perspectives sur autre chose. Je vais juste raconter l'anecdote. C'est un truc de planche à voile. Je me suis amusé au LLM à lui dire j'arrive sur une plage, il y a 30 nœuds de vent, la mer est plate, quel matériel tu me conseilles? Il m'a dit un peu n'importe quoi. J'ai fait du RAG, j'ai rajouté mon matériel à moi, j'ai reposé la même question. Donc ça a été chercher dans le RAG le contexte, le modèle. Et là, ça m'a donné une super réponse. Et c'est là où on va, avec ces deux petits exemples, quand on est un développeur, d'avoir embarqué ça dans l'IDE, de comprendre un petit peu comment ça marche, ça permet de démystifier aussi en s'apercevant que les bêtises, ils vont en dire, et c'est pas grave, et qu'après, en fonction du contexte qu'on va avoir et que le contexte qui est donné par les outils va être très important pour impacter le code généré. C'est intéressant. Alors moi, du coup, au contraire, moi, j'ai pas du tout fouillé encore tous ces aspects-là. C'est vrai que moi, j'ai fait de l'IA simplement en prenant les IDE, enfin, dans les outils qui étaient présents dans les IDE, pour juste poser des questions et pas avoir d'onglet, comme on a dit tout à l'heure. Je me suis pas encore penché là-dessus. C'est vrai qu'il va falloir que je le fasse, parce que c'est intéressant de comprendre aussi tout ça. L'étonnant, pour moi, j'ai bossé beaucoup dans les bases de données par le passé. Ça m'a impressionné parce qu'avant, quand on faisait du big data, tu sais, le rêve, c'était on fout tout dans un endroit. Je dis le rêve, hein, attention, c'est pas ce qu'on disait nous, ça c'est le rêve des personnes qui achetaient. On fout tout dans un endroit, on fouille, on va avoir des réponses. Ben là, c'est ça. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même sans avoir commencé à mettre quelque chose, on a déjà des réponses qui sont de meilleure qualité que ce qu'on faisait avant avec le. Donc si tu imagines rajouter un petit peu tes données métiers et tu lis les deux, c'est juste incroyable. Ouais, carrément. Carrément. Et je pense que ça va peut-être être presque le mot de la fin. On arrive au bout de l'épisode, je pense. Et on pourrait avoir plein de choses à redire. On va faire un dernier petit tour de table pour donner un peu le mot de la fin ou des petites ouvertures qu'on pourrait amener si le sujet vous intéresse. Nirina, par exemple, si le petit mot de la fin. Petit mot de la fin, je dirais, faut être curieux. Curieux de comment ça marche et d'où ça va les donner, effectivement, pour prendre confiance et aussi de voir ce qu'on peut obtenir. Et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser parce que ça va devenir de plus en plus présent dans notre quotidien. Yes, merci Vincent. Un petit mot pour finir. Oui, là, on a beaucoup parlé pendant une heure de tous les aspects bénéfiques de la GENIA, mais il y a aussi tous les aspects auxquels il faut faire attention, et notamment, je pense, le côté juridique. Aujourd'hui, on a des réglementations européennes qui commencent à se mettre en place sur l'utilisation, qu'est-ce qu'on peut en faire ou pas. On en voit certaines limitations dans certaines entreprises, notamment pour côté marketing, est-ce qu'on peut ou pas générer des images pour le marketing, étant donné qu'on ne sait pas forcément sur quoi elles sont entraînées, s'il y a au niveau des droits d'auteur, etc. Et donc, il y a beaucoup de problématiques juridiques qui commencent aussi à arriver sur l'utilisation de la GENIA. Et puis, il y a l'aspect social et écologique aussi à prendre en compte, puisque les GENIA, alors essentiellement celles qui sont, on ne va pas parler de celles en local, et aujourd'hui, on commence à arriver avec des modèles de small language models qui sont moins consommateurs. Mais globalement, ChatGPT est quand même très consommateur d'énergie, de ressources et aussi de ressources en eau. On a aussi les impacts au niveau sociétal, c'est-à-dire toutes les petites mains qui vont corriger un peu, éviter que les GENIA disent des choses pas très jolies, et puis aussi tout ce qu'on peut en faire pour détourner, faire des fake news, faire des choses comme ça. Donc, il y a pas mal aussi de. C'est pas tout rose, quoi. Il y a aussi un envers du décor qui mériterait peut-être, je pense, même peut-être un épisode à part entière, mais dont il faut aussi avoir en tête quand on parle de GENIA. Oui, ça c'est clair que là, on s'est focus sur notre usage en tant que dev ou sur personne sur un projet. Et oui, il y a plein d'autres questions auxquelles je pense qu'on n'a pas forcément toutes les réponses d'ailleurs. Clément, petit mot de la fin. Ouais, moi je partirais sur l'aspect plus technique. C'est vrai qu'on a vu il y a quelques années maintenant, c'était purement du LLM. Depuis quelques temps, on voit tout ce qui est RAG. Moi, je pense que la next step, ça va être ce qu'on appelle les agents. Aller regarder ce que c'est qu'un agent. Parce que quand un LLM peut partir sur Internet, chercher des sources, ou faire des choses, c'est chouette. Donc je pense que pour moi, la next step, ça sera le côté agentique de la GENIA.
Et on ne sera plus en train de parler avec un seul LLM, mais peut-être avec plusieurs et qui sont spécialisés. Ouais. Intéressant. Hugues, un petit... En plus de tout ce qui a été dit, je dirais, mais allez-y. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'était un peu le mot de la fin que je voulais dire, c'est que de toute façon, oui, ça fait partie de notre quotidien. On parle de développeur expérience, voilà, l'IA fait partie de la développeur expérience. Et je pense que de toute façon, ça va être dans le kit d'accueil de tous les développeurs ING à venir. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez voir que c'est pas prêt de nous prendre notre job. Exactement, c'est vrai ça qu'on aussi, en a parce pas qu'il peut parlé. avoir des peurs, mais vous inquiétez pas. En tout cas, pas pour l'instant. Je pense que moi, depuis 2021, donc ça fait 2 ans et demi, c'est de mieux en mieux. Mais en fait, ça me rend ma vie de plus en plus facile, mais ça me rend mon boulot de dev de plus en plus intéressant également. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Exactement. C'est un joli mot de la fin. En tout cas, merci à vous d'être venu assister à cet épisode. Merci tu aussi pour le déplacement. Du coup. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Merci. Salut tout le monde. À bientôt. Merci, à bientôt.